Salut à toute la communauté de la Casia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la cybersécurité à l'introduction aux attaques APT. Bon, déjà, nous vous invitons pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à s'abonner à la chaîne YouTube et activer aussi la cloche de notification afin de ne rien louper dans nos prochaines futures publications. Dans l'une de nos vidéos précédentes, notamment sur l'introduction aux cyberattaques APT, nous avons vu comment nous pouvons réaliser, nous avons réalisé un malware qui nous permettait de pouvoir infiltrer un système sans que l'antivirus ne puisse le détecter. Bien sûr, l'utilisateur devrait avant exécuter le malware qui, n'est-ce pas, nous permettait de pouvoir prendre le contrôle de celui-ci à distance. Et même avec les dispositifs de sécurité, ça, nous reviendrons encore beaucoup plus en détail dans nos programmes en cybersécurité. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un scénario qui n'est pas assez répandu. Et nous allons, n'est-ce pas, nous situer dans le même contexte de sécurité. À savoir, nous avons ici notre CentOS Stream 9 et notre Windows 11. Bien sûr, il est à jour. Tel qu'on peut le voir ici, il est Windows 11 à jour en cette date. Et ici, on peut voir que notre antivirus aussi est aussi à jour et que sa base virale est aussi totalement à jour. Bon, l'objectif de ce projet sera d'infiltrer un système d'un utilisateur. On va infiltrer un système en piratant les identifiants ou bien les authentifications privées de cet utilisateur. Donc là, voici le scénario qui est décrit ici. Là, nous pouvons voir que dans le système CentOS 9, par exemple, seul l'utilisateur cet utilisateur-ci peut accéder au système. Bien sûr, la politique de sécurité a été définie de telle manière que on ne puisse pas se connecter avec le mot de passe. L'objectif ici, c'est de couper les gens à toute attaque par dictionnaire ou par force brute au système. Et on se connecte uniquement qu'avec la clé, avec sa clé privée. Bien sûr, tout ce qui concerne la cryptographie, nous avons réalisé des vidéos YouTube qui permettent de définir, n'est-ce pas, qui expliquent en détail le fonctionnement et surtout dans la mise en pratique, n'est-ce pas, de cette cryptographie-là. Donc, si nous revenons ici, nous pouvons voir que l'utilisateur légitime demande un accès et le système lui demande sa clé privée. Et maintenant, il doit donc saisir le passe-phrase pour pouvoir s'authentifier au système et le système donc il a le droit donc accès au système. Ça veut dire simplement quoi? Ici, si l'utilisateur n'a pas sa clé privée, il est impossible pour lui de se connecter au système. Bon, bien sûr, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que connaissant les utilisateurs qui ont accès au système et nous avons ici les clés publiques. Bien sûr, tout le monde peut avoir la clé publique puisqu'elle est publique. Bon, maintenant, l'utilisateur va envoyer un malware ou bien va faire passer à l'utilisateur légitime un malware indétectable par les antivirus. Ici, l'objectif sera de pousser cet utilisateur légitime à pouvoir exécuter le malware d'une façon ou d'une autre en utilisant plusieurs techniques de social engineering. Et une fois que l'attaquant aura accès au système, bien sûr, son système est à jour avec Windows Defender 11 à jour. Une fois qu'il aura accès au système, il pourra donc alors dérober la clé privée et utiliser donc cette clé privée là pour se connecter au serveur, du moins au système et avoir accès aux informations. Donc voilà en fait un peu le scénario que nous allons réaliser dans cette vidéo. Ici nous pouvons déjà voir, ici nous pouvons déjà remarquer que nous avons nos deux utilisateurs.
l'utilisateur Bella se connecte avec sa clé privée. L'utilisateur Mba se connectera aussi avec sa clé privée. Si on prend le cas d'utilisateur Bella ici, nous pouvons voir que là, nous avons déjà, dans l'une des vidéos précédentes, nous avons expliqué comment générer les clés privées et publiques et comment les bloquer. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo qui détaille tous les éléments de ces actions-là. Donc, je disais, ici, nous allons nous connecter simplement avec la clé privée de Bella, ici, et l'adresse IP de notre serveur CentOS. Et là, lorsque nous validons, nous pouvons voir ici que la clé privée est acceptée et on nous demande d'ancrer le passphrase qui nous permet de pouvoir authentifier la clé privée. Donc nous ancrons et là nous pouvons voir que nous avons accès au système CentOS ici. Vous pouvez voir que nous avons accès au système CentOS. C'est la même chose que nous allons aussi faire ici. Nous allons ici afficher, aller dans le répertoire suivant. Donc on va partir dans ce répertoire .ssh. Et là, nous pouvons afficher les informations qui s'y trouvent. Et là, on peut voir, nous avons la clé privée de l'utilisateur Mba, cet utilisateur-ci. Du coup, ce que nous allons faire, c'est exactement la même chose. On va se connecter, mais cette fois-ci, comme nous sommes dans le bon répertoire, nous n'avons plus besoin d'indiquer le chemin. Donc, on va seulement taper la clé ID, ID_ RSA, suivi de le nom utilisateur, ensuite l'adresse IP du serveur CentOS. Voilà, nous avons l'adresse IP de notre serveur CentOS. Donc on va simplement recommencer l'action ici. Donc nous allons rapidement SSH et là nous tapons Mba arrobase suivi de l'adresse IP de notre serveur CentOS. Ah, nous avons fait une erreur, c'est point 4. Bon, ici, on peut voir qu'on nous demande la clé privée de l'utilisateur Mba. Donc, l'utilisateur, le passphrase en fait. Donc, l'utilisateur donc saisit son passphrase. Et là, nous pouvons voir que nous avons accès déjà au système Linux à partir de la clé privée de Mba. Donc, l'objectif ici sera simplement d'infiltrer le système de Mba, vu que nous n'avons pas de clé pour pouvoir accéder au système. Donc, il sera question pour nous d'accéder au système de Mba, de récupérer sa clé et de pouvoir l'utiliser pour accéder au système. Donc, ce que nous allons donc faire là, c'est que nous avons déjà fait parvenir le fichier en bas, ce fichier malveillant-ci, et bien sûr, il n'est pas détectable par l'antivirus, tel qu'on peut le voir ici. Nous pouvons voir nos fichiers que nous avons réalisés. Nous allons donner dans le cas, uniquement, spécifiquement dans le cas de nos programmes en cybersécurité, comment, par exemple, essayer de contourner les dispositifs de sécurité d'antivirus. Mais nous ne pouvons pas ici le montrer pour des mesures de sécurité aussi. Et pour que notre vidéo YouTube ne soit pas censurée. C'est très important pour nous ici et de ne pas partager certaines informations aussi. Là, donc, c'est uniquement dans le cadre des programmes en cybersécurité. Donc, si nous revenons ici, nous pouvons voir que nous avons préparé déjà là notre serveur d'écoute afin de pouvoir attendre que l'utilisateur puisse exécuter le fichier. Donc là, nous allons simplement ici
lancer cette fois-ci l'exploit et attendre que l'utilisateur saisisse le fichier. Bien sûr, pour que l'utilisateur puisse exécuter le fichier, il faudra utiliser les techniques de social engineering pour l'inviter à exécuter le fichier. Donc, si nous exécutons par exemple ce fichier-là, voilà, et nous attendons simplement que, et là, l'appât est fait, quel que soit, bien sûr, il faut avoir beaucoup de patience lorsque nous voulons mettre sur pied ce genre d'attaque. Bon, ce pas des attaques qui sont réservées aux personnes qui sont très pressées, trop rapides. Bien sûr, il faut être patient parce que généralement, ça prend beaucoup de temps pour faire que l'utilisateur puisse exécuter le malware et pour qu'on puisse avoir accès au système. Bon, ici, nous pouvons voir que nous avons pu récupérer une session interpréteur qui montre en effet que nous avons piraté le système déjà. Et ceci dans un dispositif sécurisé tel que nous pouvons le voir à l'écran. Ici, nous pouvons voir qu'il est à jour et que tous les éléments sont présents. Donc là, ici, on peut voir que nous sommes connectés toujours au serveur CentOS. Donc, nous allons nous déconnecter. Et on peut voir là que nous pouvons, par exemple, faire un screenshot. Par exemple, un screenshot, on va le mettre au bureau de l'utilisateur du pirate, par exemple. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que si nous, si par exemple nous allons au bureau, nous listons, nous pouvons voir où se trouve ce fichier. Donc, on va vérifier. Ah oui, il se trouve plutôt ici. Donc nous allons aller plutôt dans ce répertoire. Nous allons aller dans ce répertoire. Ou bien nous allons directement exécuter même la commande aussi. Pour ouvrir directement, on va taper Open. Voilà. Et ici, on peut voir que nous avons bien l'écran nous avons pris un screenshot. Bien sûr, là, nous pouvons aussi faire beaucoup de choses. Donc là, l'objectif n'est pas de faire les actions, toutes les actions, mais l'objectif ici, c'est de faire uniquement ce que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire apprendre le système, prendre la clé et avoir accès au système. Donc, nous allons revenir, voilà, ici. Bon, et là, nous pouvons directement même voir nous pouvons voir que nous sommes dans ce répertoire. Nous allons revenir en arrière. On va rappeler la commande pour revenir en arrière et on tape, nous sommes dans ce répertoire. Si nous listons là, nous pouvons voir ici que nous avons notre répertoire s.ssh. On va partir dans .ssh. Et une fois que nous sommes dans .ssh, ici nous allons récupérer la clé. Et là, ce que nous allons simplement faire même, c'est de pouvoir récupérer tous ces éléments-ci directement. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de créer un dossier mkd, par exemple, user où nous allons stocker, voilà, nous allons stocker ces informations dans ce répertoire. Nous allons récupérer les informations ID, suivi de ID, toujours. Cette fois-ci, c'est .rsa, suivi des autres informations que nous allons stocker ici, dans Room, dans l'utilisateur, ensuite dans Desktop, suivi ici de User. Voilà. On vérifie l'orthographe là, c'est bien User. Ok. Nous allons donc récupérer toutes ces informations, toutes ces trois informations ici et les stocker dans le dossier User. Voilà. Donc, si nous venons ici, donc, nous allons dans notre dossier User.
nous pouvons voir que nous avons pu récupérer ces informations-là. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'essayer de tenter de se connecter au serveur en utilisant les paramètres d'utilisateur à partir de Linux. Donc, si nous tapons ici nous tapons -i ici pour l'utilisateur en bas. Ici, on nous dit que nous ne pouvons pas avoir accès parce que nous n'avons pas la permission, bien sûr. Donc, ce que nous allons simplement faire, c'est qu'on va changer les privilèges de ce fichier. Donc, on va mettre sudo. Ici, on va sudo 66. Voilà. Et là, on va donner les privilèges de... avant même de donner même ces privilèges, si nous lançons par exemple id ici, nous pouvons voir que nous avons les privilèges de lecture et d'écriture ici pour les utilisateurs, il y a que les privilèges de lecture ici pour autres utilisateurs, nous avons lecture et écriture. Pour le groupe, nous avons écriture et pour autres, nous avons lecture. Donc lecture pour groupe et lecture pour autres. Donc là, nous allons changer les droits simplement. Nous allons ici, allons dans sudo ch mode suivi des droits de lecture et d'écriture. Le reste, on n'affecte aucun droit de ce fichier. Et là, nous saisissons notre mot de passe. Donc, si nous saisissons encore cette commande, ici nous pouvons voir que là, nous n'avons que les droits de lecture et d'écriture. Donc, nous allons encore tenter la connexion avec l'utilisateur en bas, ici. Là, on peut voir que nous pouvons déjà accéder au système. Et si bon, maintenant, le problème, justement, c'est que nous avons récupéré la clé, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas l'exploiter normalement parce qu'il faudrait encore saisir le passe-phrase que nous n'avons pas. Mais ici, nous allons simplement supposer que nous avons le passe-phrase. Nous avons le passe-phrase parce que dans d'autres vidéos, nous allons également aussi voir comment récupérer le passe-phrase de l'utilisateur en utilisant plusieurs techniques ou des techniques de social ingénierie ou bien autres. Donc là, on va supposer que nous avons le bon mot de passe. Et ici, nous pouvons voir que nous avons accès au système d'en bas. Donc, ici, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer, était de décrire justement ce scénario-ci. Maintenant, il faut savoir que nous pouvons utiliser avec cette technique, si nous pouvons déjà utiliser au niveau du passe-phrase là, si nous sortons par exemple ici, nous pouvons utiliser là, nous pouvons utiliser par exemple une technique pour pouvoir brute forcer l'accès. Par exemple, il ne nous restera plus que à utiliser les techniques pour forcer le mot de passe ou bien accéder pour pouvoir exécuter la clé privée. Nous sommes arrivés au bout de cette vidéo et nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre l'importance ici des fichiers détectables par les anti-malware. C'est pour ça que nous allons voir dans d'autres programmes l'importance ici des solutions SIEM ou bien en utilisant des techniques de l'intelligence artificielle ou bien du machine learning, par exemple des techniques que nous voyons par les EDR ou bien les XEDR. Donc, nous allons voir pourquoi est-ce que ces solutions-là doivent être combinées justement pour pouvoir augmenter les dispositifs de sécurité. Nous espérons que cette vidéo vous a été très utile. Nous vous invitons, n'est-ce pas, à liker nos vidéos et surtout à nous laisser des commentaires sur ces vidéos, à nous dire, voilà, ok, quel est votre point de vue par rapport à tout ce qui est fait jusqu'à présent. Nous vous disons ainsi merci et à la prochaine vidéo.